Mon nom est Bernard Morancy, je suis professeur associé à HEC Montréal. Je collabore à l'Institut sur la retraite des femmes. Je suis un passionné de tout ce qui touche le monde de la retraite et ça inclut les services de santé et de soutien offerts à nos aînés. Alors, laissez-moi d'abord vous présenter nos trois panélistes par ordre alphabétique de prénom. Alors, Alain Dubuc, qui est journaliste en chef à la presse à 2000, président et éditeur du quotidien Le Soleil à Québec de 2001 à 2004 et chroniqueur à la presse en 2018. Alain est un passionné d'économie. Il a accumulé plusieurs distinctions tout au long de sa carrière. Il a entre autres été lauréat en 2019 du concours canadien de journalisme dans la catégorie éditoriale. Il est professeur associé à HEC Montréal et conseiller scientifique à l'Institut. André Picard est chroniqueur santé au Globe and Mail. Et il est aussi l'auteur d'un livre, Les grands oubliés, repenser le soin de nos aînés. L'objectif avoué de sa réflexion est faire mieux et vite. Il est un diplômé de l'Université d'Ottawa en commerce et de l'Université de Carleton en journaliste. Il est aussi récipiendaire de 6 doctorats honorifiques, dont un de l'Université de Toronto et un de l'UBC. Pauline Marois a été la première ministre du Québec de 2012 à 2014. Élue pour une première fois en 1981, elle a occupé de nombreuses fonctions ministérielles, conditions féminines, travail et sécurité du revenu, santé et services sociaux, économie et finances, industrie et commerce. Depuis son retour à la vie privée, Marois a notamment participé à plusieurs travaux de recherche sur l'élaboration des politiques publiques au Québec, en plus de diriger des ateliers et des conférences sur le rôle de l'engagement des femmes. Alors, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. On a longtemps au Québec réfléchi et débattu le besoin d'aider les Québécoises et les Québécois à bien préparer leur retraite. Notre débat aujourd'hui vise un autre sujet, qui vise à les aider à bien vivre leur vieillesse. Et si l'enjeu central d'une préparation à la retraite est financier, celui de la vieillesse, c'est la santé. Alors, une discussion sur les soins et les supports offerts à nos aînés en matière de santé et de soins à domicile, plusieurs dimensions. D'entrée de jeu, chacun de nos panélistes nous parlera pendant 5 à 6 minutes d'une dimension ou d'un enjeu qui lui tient particulièrement à cœur. Alors, nous entendrons d'abord Mme Marois, ensuite M. Picard et finalement M. Dubuc. Par la suite, il y aura une période d'échange durant laquelle je poserai des questions à chacun d'entre eux. Vous pourrez également nous soumettre des questions pour l'un ou l'autre. Madame Marois, la parole est à vous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vais y aller rapidement parce que j'ai essayé de resserrer mon texte qui était peut-être un petit peu long. J'avais beaucoup de choses à dire et à partager avec vous. Alors voilà, j'y vais. Je salue les autres panélistes. Ça me fait plaisir d'être à vos côtés ce matin. Les faits sont têtus. Je pense que les présentations auxquelles nous venons d'assister sont éloquentes. Le vieillissement de la population est inévitable et les chiffres sont incontestables. Donc, l'offre de services devra nécessairement être conséquente et la croissance des coûts sera importante. Il y a des inconnus. Quelle sera l'espérance de vie en bonne santé? Est-ce qu'elle augmentera? Est-ce que l'évolution des soins va permettre d'abréger la période où une personne aura besoin d'un niveau de soins qui requiert un hébergement spécialisé? Et surtout, dans quel esprit et avec quelle volonté politique aborderons-nous ce bouleversement démographique? Il y a des inconnus, mais honnêtement, l'inaction n'est pas une option. Et aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs lancer un cri du cœur. Je crois qu'il faut agir maintenant parce que demain, il sera trop tard. Le Québec se prépare actuellement à sortir de la pire crise sanitaire des 100 dernières années. La situation semble relativement positive actuellement, mais n'oublions pas l'horreur de la première vague où des milliers de personnes âgées sont mortes dans la souffrance et l'indignité. Bien sûr, ce drame peut s'expliquer. Multiples causes, des erreurs de pilotage, le retard dans la compréhension du mode de transmission, le désinvestissement en santé publique, l'absence d'imputabilité. Mais pour moi, il y a une cause beaucoup plus fondamentale. Il y a quelques années, le Québec a renoncé à une véritable politique de soins à domicile et a laissé proliférer
de grandes unités de soins et d'habitation où sont concentrées les personnes âgées. En fait, je ne connais pas de société où l'absence de mixité générationnelle atteint un tel niveau et je m'en désole. Au Québec, au fil du temps et des crises, nous avons construit un système cohérent qui s'est adapté aux mutations de notre société. Assurance hospitalisation début des années 70, création des centres de la petite enfance fin des années 90, nous avons su construire un modèle social unique en Amérique qui nous est d'ailleurs envié, non seulement par l'Amérique, mais par les pays de l'OCDE. La pandémie nous a démontré qu'il est urgent d'adapter notre filet social pour rendre possible l'adoption d'une nouvelle philosophie du vieillissement. Je crois que nous devons freiner la ghettoisation des personnes âgées. La normalité ne doit plus être de quitter son domicile ou son milieu de vie. Notre ambition doit être claire. Chacune et chacun devrait avoir le droit de recevoir des services à domicile qui vont lui permettre de rester chez elle avec les siens dans un milieu où se trouvent des personnes de tous les âges. Évidemment, il ne s'agit pas d'imposer un choix qui doit demeurer personnel. Il y a toujours des personnes qui vont préférer la vie dans un milieu où on va se retrouver en compagnie des gens de leur génération. Par contre, il y a un grand nombre de personnes qui ne désirent pas être déracinées. Au contraire, elles ont le goût de vivre à proximité des lieux de service qu'ils ont toujours fréquentés. Un sondage de février dernier nous dit ceci: 91% des personnes de plus de 55 ans se reconnaissaient dans l'affirmation « chez moi pour la vie ». Je passe les autres données qui vont dans le même sens. Évidemment, une politique clairvoyante et efficace de maintien à domicile coûtera des sommes importantes. Le rôle des politiques publiques, c'est de rendre possible ce qui est souhaitable. Nous n'avons pas le droit de nous défiler. Alors, rappelons brièvement comment se construit actuellement le financement de la sécurité du revenu des personnes âgées. Une pyramide nette où l'État a un rôle majeur. D'abord, la base universelle, pension de sécurité de vieillesse, revenu garanti, supplément au revenu garanti pour les personnes qui n'ont pas d'autres revenus. À cette base s'offre évidemment, tout ça, c'est le seuil de pauvreté. Après ça, on a le régime de rente du Québec pour ceux et celles qui ont contribué. Si on monte un autre étage, on va trouver les personnes qui ont contribué à un régime de retraite privé. Et enfin, il y a tous ceux qui ont profité des avantages fiscaux pour investir dans des fonds d'épargne retraite et autres. L'ensemble de ce dispositif pyramidal permet à la très grande majorité des personnes âgées de ne pas vivre dans la pauvreté et le dénuement. Et il est important, à mon point de vue aussi, de s'assurer de la pérennité de ce système. Par contre, nous devons compléter par une politique de maintien à domicile et une politique de mixité sociale. J'y tiens. Dans un premier temps, et voilà ce que je vous propose actuellement sur la base de principes qui doivent être clairs au départ. Dans un premier temps, s'assurer qu'il est fiscalement aussi avantageux de vivre dans son logis que de déménager dans une résidence privée pour personnes âgées. Ensuite, à s'assurer que la personne ou le couple assume totalement les services qu'ils demandent s'ils en ont les moyens financiers. Troisièmement, au-delà d'un certain revenu, il faut prévoir une contribution proportionnelle au revenu. Et en complément, nous devons permettre aux personnes de soustraire de leur rire ou de leur faire un montant non imposable pour les services de maintien à domicile. Enfin, l'État doit assumer totalement les coûts des services essentiels au maintien à domicile pour les personnes qui reçoivent le supplément de revenu garanti. Évidemment, en fonction de la santé physique ou mentale des personnes, il peut arriver qu'il soit impossible de donner des soins et des services à domicile. Donc, accueillir les gens qui en ont besoin dans des CHSLD publics. Là encore, j'y tiens. On voit souvent les difficultés d'une grande politique. On oublie trop souvent les opportunités qu'elle nous offre. Au Québec, au cours des 25 dernières années, l'économie sociale a pris une dimension importante dans nos vies. Je cite un auteur qui en parle: « Le Québec est aujourd'hui un leader mondial en matière d'économie sociale et les politiques visant à soutenir ces coopératives et organismes à but non lucratif contribuent à faire de lui la société la plus égalitaire d'Amérique du Nord. » Des coopératives au centre de la petite enfance, l'économie sociale partout dans nos vies
et elle devrait être davantage pour les aînés. Je termine. Quelquefois, ce qui semble une utopie est au contraire une vision porteuse d'avenir. Au moment de mettre en place les CPE ou la politique familiale, on nous a accusés de rêver en couleur. Depuis quelques années, on réalise que cette politique qui fait le bonheur des familles a contribué à notre économie et au développement d'une société plus juste. Aujourd'hui, c'est un autre défi qu'il faut relever d'urgence. Et je retiens que ce n'est pas la justice sociale qui ruine l'économie des sociétés. Merci beaucoup, Madame Marois. André, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est un grand honneur d'être là aujourd'hui avec vous. Les soins aux aînés au Québec et au Canada sont désorganisés et mal réglementés. La dotation du personnel inadéquat, les infrastructures obsolètes, la reddition de comptes inexistante et l'agisme endémique. Le financement et les coûts diffèrent énormément un peu partout au pays. Il y a des vulnérabilités systématiques, comme disent les bureaucrates. Clairement, nous avons besoin d'un nouveau système ou au moins un meilleur système. La pandémie a mis en évidence plusieurs lacunes à remédier en matière de soins aux personnes âgées. Des lacunes qui existent depuis longtemps, des décennies, y inclut l'accès inadéquat aux soins à domicile. Depuis plus qu'un an maintenant, nos leaders politiques et en santé publique nous disent de rester en sécurité à la maison, bien à l'abri. C'est exactement où les plus vulnérables de la société, les aînés, veulent être. Demandez à n'importe qui où ils souhaiteraient vivre leurs dernières années et la réponse est presque chaque et toujours à la maison, dans un environnement confortable, familial, en compagnie de ses proches, de ses animaux de compagnie, avec un jardin, la nourriture qu'il aime, son propre lit, son propre air et ses propres règles. Ça, c'est la bonne vie. Mais nous envoyons les personnes âgées en CHSLD en grand nombre, dans des milieux déshumanisants et souvent moins sécuritaires, parfois des états hécatombes. Après la calamité spectaculaire de la COVID, l'ironie de la situation ne peut pas nous échapper. Nous avons eu 25 000 morts de la COVID au Canada à date et plus de 17 000 de ces morts ont été en institution. There's no place like home, comme dit l'expression en anglais. Mais vivre à la maison jusqu'au bout de son âge est beaucoup plus difficile que des gens le croient des fois, surtout quand on a franchi le cap des 80, 90 ou 100 ans et on n'a plus de famille. Les tâches quotidiennes et l'entretien du foyer, les courses, le pelletage de la neige en hiver deviennent plus difficiles, parfois impossibles. Les déplacements aussi se compliquent, surtout si on ne conduit plus. Avec l'âge, les maladies chroniques s'accumulent, le corps devient plus fragile et l'esprit peut être ravagé par la démence. Pour les gens qui vivent seuls, qui sont loin de leur famille, dont le conjoint est souffrant, les problèmes peuvent compter double. L'isolation a un prix. Tout souhaitable que ce soit, vieillir chez soi est plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas impossible. Le but doit être de proférer les soins nécessaires de façon appropriée, au bon endroit et au bon moment, pour tout le monde. Le choix est un élément essentiel, mais pas un droit absolu. Il y a des limites pratiques et économiques, mais on doit trouver un équilibre. L'idée de faire du vieillissement chez soi une norme est géniale, mais comme il serait beaucoup trop onéreux d'opérer du jour au lendemain un changement aussi fondamental, le tout doit se faire de façon graduelle, mais il doit absolument se faire. Entre-temps, les aînés et leurs familles devraient comprendre exactement à quel service ils peuvent s'attendre selon les circonstances. À l'heure actuelle, il s'agit davantage d'un jeu de devinette qu'autre chose, car il n'existe pas de panier de services clairement défini qui soit couvert par l'assurance financée par l'État et qu'il n'existe pas une bonne coordination entre les services de santé et les services sociaux. Au fil du temps, on a de plus en plus utilisé les soins à domicile comme une extension de l'hôpital, principalement pour donner leur congé plus rapidement aux patients ayant subi une chirurgie, afin de libérer des lits dans les hôpitaux surpeuplés.
Cette approche qui mise sur la substitution des soins en cas aigus ne répond pas aux besoins de la cohorte croissante des personnes âgées qui désirent demeurer à la maison. Elle devrait être notre priorité. Les soins à domicile sont orientés un peu trop vers les tâches, donner des cours bains, habiller les gens, les faire manger un peu. On est loin de ce qu'on peut appeler les services complets. Nous ne nous occupons pas comme il faudrait de ces gens qui vieillissent et deviennent plus fragiles, les gens qui en ont véritablement besoin de soins à domicile. Ils sont trop négligés. Nous ne mettons pas l'accent sur la qualité de vie, ce qui devrait être notre priorité numéro 1. Merci et j'ai hâte à la discussion. Merci, André. Alain, c'est à ton tour. Bonjour. Mes propos vont ressembler pas mal à ceux que vous venez d'entendre. Je suis économiste de formation, mais ma présentation va être en partie de nature politique. En ce sens que, je travaille en ce moment à un rapport qui va être publié à l'Institut du Québec dans quelques semaines, qui n'est pas sur les soins de soutien à l'autonomie et les soins à domicile, qui n'est pas un document de finances publiques, qui est un document de politique publique. Parce que ma démarche repose sur la conviction qu'on n'atteindra pas les objectifs que l'on recherche si on ne réussit pas à briser le mur de l'indifférence qui a caractérisé nos rapports avec le vieillissement depuis des décennies. Et donc, notre capacité de développer un argumentaire capable de convaincre et de structurer un débat public éclairé. Et donc, mes propos s'adressent moins, en fait, à un public spécialisé comme celui qui est ici ce matin, qu'à essayer de rejoindre des décideurs, des citoyens, mais aussi les décideurs, en sachant que leurs décisions seront la résultante des pressions populaires dont ils peuvent être l'objet. Et il y a une petite chose à rappeler peut-être qui peut nous aider dans cette réflexion, c'est que l'année 2021 est d'une certaine façon une année charnière parce qu'il y a 2 étapes dans le processus de décision, de vieillissement qui s'expriment cette année. La première, c'est que dans le cas du Québec, c'est en 2021 que on dépasse le seuil de 20% de personnes âgées de 65 ans et plus. Et la deuxième, c'est que c'est en 2021 que les baby boomers, les premiers baby boomers ont 75 ans et entrent donc dans l'âge de ceux qui sont susceptibles de nécessiter un soutien au vieillissement et à l'autonomie. Mais ce que je remarque dans beaucoup des discussions, c'est qu'on parle beaucoup de la pression du vieillissement, et c'est bien sûr, il faut le faire, en étant étonné du fait qu'il n'y avait rien de plus prévisible que le vieillissement de la population québécoise. Et donc, depuis 30 ou 40 ans, c'était une mathématique. Nous savions exactement quelles étaient les échéances, avec quelques variables, évidemment, qui pouvaient changer la donne, notamment l'immigration. Et donc, bien sûr, il y a cette pression d'un vieillissement qui s'exprime, qui n'est pas nouveau, mais qui s'exprime avec plus de force dans les années qui viennent. Mais l'autre élément qui rend le choc du vieillissement difficile à gérer, c'est le retard incroyable qu'on a accumulé dans notre façon de s'occuper de nos personnes âgées et de soutenir les politiques d'économie. Et donc, nous avons une double mission. La première, c'est de faire face au vieillissement, et la deuxième, c'est d'effectuer un rattrapage et de combler des années d'inaction ou d'indifférence, d'avancée ou de recul, d'avancée insuffisante et de recul. Et M. Hébert l'a dit plus tôt, mais il faut le dire et le répéter, le Canada et le Québec sont carrément des cancres en ce qui a trait au soutien des personnes âgées. Et c'est une situation qui est d'autant plus étonnante que nous étions confrontés un processus de vieillissement accéléré à partir des années 70. Et donc, l'obligation du Canada et du Québec aurait été de mettre plus d'énergie dans cet enjeu que bien d'autres pays qui avaient eu le temps de s'adapter à ce processus. Et donc, mais cette indifférence-là, je la vois notamment dans le sort qui est arrivé, le sort qui a été réservé au projet d'assurance autonomie du gouvernement Marois et de M. Hébert. C'est-à-dire que le jeu politique a fait que ce projet a été abandonné. Qui n'a pas été repris
malgré ses qualités, par des gouvernements qui ont succédé, qui auraient très bien pu, sur le plan idéologique, prendre la balle au bond, et que cet abandon n'a pas suscité d'indignation publique extrêmement ferme. Ce qui nous rappelle jusqu'à quel point ces questions-là ne sont jamais au devant de l'actualité. Cette indifférence, on la voit aussi au caractère spécifique du Québec en ce qui a trait au traitement des personnes âgées et qui est le degré d'institutionnalisation et surtout le succès incroyable au Québec, non seulement la surutilisation des CHSLD, mais le recours aux résidences privées pour personnes âgées, qui est plus important au Québec qu'ailleurs, qui non seulement encourage leur isolement, mais qui semble peut-être marquer le fait qu'il y a une tendance au Québec à éloigner nos personnes âgées et les exclure de notre vie collective. Et cette indifférence, on la voit bien sûr à l'évolution des données sur les dépenses publiques consacrées à l'autonomie. Si on regarde sur une période de 20 ans, les dépenses en termes de services, non pas en termes de dollars, n'ont pas suivi le vieillissement de la population qui commençait à s'exprimer sous nos yeux. Et comment peut-on surmonter, comment briser cet élément d'indifférence? Je pense qu'on a besoin de plus, on a besoin d'une authentique rupture dans nos façons de faire. D'une part, dans les soins à domicile en est une qui consiste à un virage majeur par rapport à nos politiques de santé, qui représente un défi considérable pour un système de santé qui est orienté vers les solutions institutionnelles. Il y a besoin d'une rupture en finances publiques, c'est-à-dire d'accorder au vieillissement la place qui lui revient dans nos choix collectifs. Et bien sûr, il y a une rupture dans les attitudes des citoyens. Et c'est pour ça qu'il y a certains éléments du discours, quand on parle du vieillissement, qui, d'après moi, devraient être retravaillés. Le premier, c'est que je suis bien d'accord avec le fait que l'utilisation plus grande des soins à domicile est tout à fait justifiée sur le plan des finances publiques. C'est une meilleure utilisation des ressources collectives, mais ce n'est pas l'élément, selon moi, qui va convaincre les gens de faire le virage, mais celui qui consiste à dire, d'une part, que non seulement ça coûte moins cher, mais ça correspond à la volonté profonde des personnes âgées et que c'est, sur le plan de la santé et de la qualité des personnes âgées, une solution optimale. En corollaire, de se rappeler que la question d'investir dans le sort de nos personnes âgées n'est pas vraiment un choix, c'est un devoir. Et c'est un prolongement du devoir qui était celui d'assurer des services de santé et des services d'éducation. Il y a un troisième élément, je vais terminer là-dessus, c'est qu'on a tendance à voir le vieillissement et la pression que ça exerce sur les coûts comme une calamité, comme une menace qui pèse sur nous. Et il me semble qu'il serait peut-être souhaitable d'inverser la proposition en se disant que l'augmentation des dépenses consacrées au vieillissement est non seulement inévitable, mais qu'elle est souhaitable. Et que nous avons donc une mission à combler et donc ne pas voir ça n'exclut pas, bien sûr, les soucis d'utilisation optimale des fonds publics, mais que fondamentalement, la société devrait se fixer comme objectif d'augmenter ses dépenses liées au vieillissement. Et c'est une chose qu'on fait, par exemple, quand on parle d'aide internationale, on définit des cibles de pourcentage du PIB pour dire voici ce que nous devrions atteindre. Nous savons que le Québec est terriblement en retard en termes de portion de son PIB qui est consacrée au vieillissement et ça devrait être un objectif collectif d'augmenter ce taux-là et de ne pas voir son augmentation automatique comme une menace. Je termine là-dessus. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous les panélistes. Alors, à ce moment-ci, ce que j'aimerais faire, c'est je vais demander une question à chacun d'entre vous. Il nous reste une vingtaine de minutes pour la discussion, donc j'aimerais que vous essayiez d'y répondre le plus brièvement possible, puis on verra si on a des questions de nos participants. Alors, je vais commencer avec André. Alors, au-delà des chiffres, au-delà de tout le débat économique dont on a parlé, le financement, un des grands enjeux dans toute cette discussion-là, c'est la dimension humaine, que ce soit celle de la vie de nos aînés, d'une part, ou celle des travailleurs, des proches aidants. Alors, selon votre réflexion, André, comment on fait pour réconcilier ces deux dimensions-là, la dimension humaine du débat
dont on parle aujourd'hui, puis les chiffres et l'économie. Comment on fait pour réconcilier ces deux-là? Oui, je dirais en premier que pour moi, il ne manque pas d'argent dans le système. On dépense beaucoup d'argent, mais il n'est pas bien dépensé. Alors ça, c'est pour débuter. Et je pense que essentiellement, le point de départ d'une réforme devrait se porter sur nos valeurs et non seulement sur les coûts. Je pense que c'est une nécessité de prendre soin de nos aînés et on devrait assumer le coût, mais bien le faire, bien y penser. Je pense qu'on a besoin d'un large débat de société sur la manière qu'on veut traiter notre population vieillissante. Alors, pour moi, les valeurs sont très importantes là-dedans. Et pour moi, les soins de santé, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? C'est le personnel, les proches aidants, etc. Et on devrait essentiellement leur donner l'aide qu'ils ont besoin. La stabilité du personnel est essentielle. Alors, une stratégie de recrutement, de rétention du personnel, de l'aide aux proches aidants, il y a besoin de tout un package là-dedans et non seulement un seul élément. OK. Bien, je vais prendre la balle au bon, puis je vais faire appel à votre côté économique, Alain. Et parce que il y a la capacité de payer, puis il y a la capacité de livrer. Est-ce qu'on va avoir les personnes, est-ce qu'on va avoir le personnel pour les livrer, ces services-là? Fait que comment vous voyez ça, vous, quand vous regardez, vous parlez des projections démographiques? Un des enjeux, c'est que oui, on a plus de personnes âgées, mais on a aussi moins de travailleurs. Alors, on va le trouver où, le personnel, pour rendre tous ces services-là? Vous êtes sur mute, Alain. Certainement le gros défi. Mais il y a certaines pistes, là, je les dis rapidement. Si je prends l'étude présentée par M. Michaud tout à l'heure, si, par exemple, on ralentit la croissance des CHSLD, on dégage des ressources. Si on augmente l'efficacité dans la prestation des soins, ce qui est aussi proposé dans l'étude, on peut dégager des ressources. Si on augmente les soins à domicile, on libère un peu la présence au marché du travail des proches aidants. L'immigration, toujours. Je crois aussi qu'il y a des programmes de formation, comme on l'a fait pour les CHSLD, c'est-à-dire des cours accélérés pour créer une espèce d'élan pour développer une armée de gens pour lesquels on a besoin d'une formation qui n'est pas très poussée, mais qui demande certaines qualifications. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Je crois aussi que la multiplicité des acteurs, c'est-à-dire que si les soins à domicile reposent sur le volet communautaire, mais aussi sur le privé et aussi sur l'économie sociale, la multiplicité des acteurs va aussi créer une multiplication des initiatives pour solliciter une main-d'œuvre. Et je crois enfin que sur le plan purement économique, c'est-à-dire qu'il y a à terme des déplacements de la population qui s'en viennent. Il va y avoir des portions de la force de travail relativement qualifiée qui vont avoir besoin d'être requalifiées et redéplacées à mesure que certaines industries se transforment. C'est que il n'y a pas de formule magique là-dedans, mais je pense qu'il y a des éléments qui nous permettraient à tout le moins d'atténuer l'impasse et de voir le développement des soins à domicile être paralysé par la pénurie de main-d'œuvre. OK, merci. Alors, Mme Marois, je vais faire appel à votre vécu. Vous l'avez bien dit, nous, panélistes, nous l'ont dit, les chiffres sont éloquents, la nécessité d'agir est évidente. Et on nous propose des pistes quand même qui sont assez importantes, qui demandent un changement au niveau social au Québec. Alors, vous avez été au cœur de plusieurs de ces changements sociaux-là au Québec. Selon vous, c'est quoi les conditions gagnantes pour qu'une réforme majeure comme ça fonctionne? Alors, c'est intéressant que vous posiez la question. D'abord, je veux saluer les deux panélistes, M. Picard et M. Dubuc. On se rejoint énormément. Je pense qu'on pourrait échanger nos points de vue et s'y retrouver très bien. Moi, personnellement, j'ai vécu évidemment l'application de certaines politiques, dont la fameuse politique familiale, mais j'en ai eu d'autres avant dans le domaine de l'éducation. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des conditions à respecter. Bon, d'abord, je pense que c'est Alain Dubuc qui disait ça, briser l'indifférence. Bon, moi, je pense que la première tâche à accomplir, et c'est ce que vous faites entre autres aujourd'hui, mais vraiment, il faudrait le faire à grande échelle et avec d'autres outils, c'est vraiment de partager l'information.
de se doter de moyens de comprendre cette réalité-là, plutôt que simplement dire, bon, oui, on vieillit, oui, ça va coûter plus cher, oui, on peut s'organiser autrement, mais c'est quoi cette question du vieillissement? C'est être assez, je dirais, clair quant à les difficultés qu'on rencontre, les projets que l'on a, le partage de l'information, c'est la première base, à mon point de vue, pour être capable d'agir. Hein? Si on ne sait pas de quoi on parle, évidemment, on va faire n'importe quoi. Bon. La deuxième, c'est qu'il faut que les principes d'action soient très clairs. Je donnais un peu l'exemple de ce que je crois qu'on pourrait faire en matière fiscale, en matière de qui on aide à 100%, qui on aide à 80%, bon, etc. Dans le fond, il faut décider si est-ce que c'est des services universels, est-ce que c'est sélectif, est-ce que c'est contributif, s'assurer de la neutralité, de ce que ça va exiger de la part des citoyens et des citoyennes. Donc, des principes clairs, établis, compris. Quand on a bâti la politique familiale, on a dit il y a un service universel, c'est l'accès à des services de garde à bas prix. Il y a une politique en matière de congé parental. Alors, tu sais, qu'on établisse clairement sur la base des principes les priorités et qu'on sache où on s'en va. La troisième, c'est qu'on soit cohérent. C'est ce que je disais dans mon intervention, à savoir si on avantage certains parce qu'ils vivent en résidence versus la personne qui reste à la maison, si on avantage certains qui paient leur service par rapport à une personne qui va utiliser ou avoir un aidant naturel, je pense que là, on biaise l'intervention. Donc, cohérence dans notre vision, dans notre action, équité, solidarité. Puis la dernière, je pense que ça va étonner personne, c'est un leadership politique fort. Alain Dubuc faisait référence au fait que les gouvernements se sont plus ou moins désintéressés ou ont choisi d'autres priorités. Bon, je pense que notre gouvernement, en tout cas le mien, a essayé de faire un effort, entre autres avec Régent, en proposant, je pense, une orientation fort intéressante et pertinente. Alors, ça prend cependant ce leadership fort, affirmé et surtout de la persévérance. Ne jamais lâcher. Mais je peux vous dire que quand on est un décideur politique, les pressions sont très fortes. Les pressions au plan budgétaire, les pressions des autres problèmes qui existent dans une société pour dire bon, on devrait mettre l'argent là plutôt que là. Alors, leadership fort, affirmé, persévérance, souplesse aussi en même temps pour être capable d'adapter les modalités, essayer de garder le cap, mais dans les contours d'un projet, on peut faire des aménagements. On n'est pas obligé de rester absolument rigide. Et je crois que c'est là qu'on va arriver à vraiment faire quelque chose qui va être solide et qui va atteindre les objectifs qu'on a. Et vous allez me permettre une dernière remarque. Il faut qu'au départ aussi, on prenne conscience que le Québec a fait un choix qui n'est pas, à mon point de vue, qui est un mauvais choix, de façon un peu, je dirais, sans l'avoir décidé nécessairement. On a ghettoisé les personnes âgées. Mais CHSLD, bien sûr, à un moment donné, il faut y arriver. On a tellement de problèmes de santé sérieux, il n'y a pas d'autre choix. Mais on n'est pas obligé d'aller dans des résidences pour personnes âgées autonomes. On n'est pas obligé de concentrer les personnes âgées, alors que, dans le fond, la mixité sociale, elle est tellement riche pour une société. Faire contribuer les personnes qui vieillissent à l'action quotidienne avec nos enfants, avec nos petits-enfants, tu sais, il y a toutes sortes de possibilités. Et donc, moi, je tiens beaucoup à cette question de la mixité sociale. Je sais que ça brasse un peu des façons de faire, mais moi, je pense qu'il faut les reviser, sa façon de faire, parce qu'on compartimente une société, puis on se prive d'une richesse de gens qui ont encore plein de talents, plein de choses à offrir. J'aimerais savoir, est-ce que Alain ou André, vous aimeriez commenter là-dessus? Est-ce que vous pensez que ce sont des conditions et ce dont Mme Marois vient de nous parler? Il y a un élément sur cette question, ce phénomène des RPA. Et Luc Godbout, tout à l'heure, présentait les données sur le crédit d'impôt. Et on pouvait voir qu'une partie importante de ce crédit d'impôt-là, qui est en principe un crédit d'impôt de maintien à domicile, ça, est reçu et utilisé par des gens qui ne sont plus à domicile. Alors, Qui ont cassé maison et qui sont allés, on peut dire, c'est un chez-soi. Et j'ai vu d'ailleurs dans le dernier budget du gouvernement actuel qu'on définit les RPA comme du domicile. Quand en fait,
Dans certains cas, c'est possible. Un RPA, soit dans la même petite ville, permettre la vie communautaire d'avant. Dans bien des cas, les personnes âgées qui quittent la maison pour un RPA, quittent leur quartier, quittent leur ville et donc subissent une rupture totale par rapport à leur vie antérieure. Et c'est justement le contraire de toutes les politiques de maintien à domicile. Et ça a été indirectement financé par un crédit d'impôt dont ce n'était pas l'objectif. André, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Oups, est-ce qu'on l'a perdu, André? Je ne le vois plus, là. Bon, bien, à ce moment-là, je vais... Il y a un dicton en anglais qui dit « Never waste a good crisis ». Oups, vous avez quelque chose à ajouter, Mme Marois? Allez-y. Vous êtes sur mute, Mme Marois. Physio? Oui. Oui, ça va, non? Bon. Ça va. Quand Alain Dubuc parlait et vous posiez la question, comment on va faire pour ça si on n'a pas le personnel, etc. Je sais que l'exemple est bancal, il n'est pas parfait, mais quand on a mis en place les centres de la petite enfance, on n'avait pas d'éducatrices, on n'avait pas de personnel formé. Or, on mettait des exigences dans la formation pour que les gens puissent travailler dans les services de garde. À ce moment-là, on a accéléré et soutenu la formation en la rendant plus attrayante. D'accord? Mais on l'a fait, dans le fond, au début de la pandémie avec les préposés aux bénéficiaires. L'autre chose, évidemment, qu'on le veuille ou non, c'est une question de rémunération. On a très peu reconnu le travail physique auprès des personnes, que ce soit d'auxiliaires familiales, d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires. C'est souvent pas mal moins reconnu qu'un travail manuel dans d'autres secteurs. Alors ça aussi, la question de la rémunération, ça joue qu'on le veuille ou non. Et dans le cas des CPE et des services de garde, il y a une très grande constance dans la présence des employés et ils sont très fidèles à l'emploi parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ils sont formés pour le faire, ils sont rémunérés. Pas parfaitement, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais quand même, il y a une certaine reconnaissance sociale de ce qu'ils font et ça joue dans ce sens-là. Effectivement. On m'informe que M. Picard a un panne électrique. Alors, c'est pour ça qu'on l'a perdu, mais on va continuer le débat à 3 en espérant que. Il réside en Ontario. Alors, ils n'ont pas Hydro-Québec là-bas. Alors. Hydro One. C'est ça. Alors, plus je vous écoute, plus je pense à ce dicton en anglais qui dit « Never waste a good crisis ». La COVID a sensibilisé les Québécois, a sensibilisé notre classe politique à cet enjeu-là. Je pense qu'il y a une réceptivité. Les gens sont plus réceptifs à parler de ça qu'ils ne l'auraient été il y a 18 ou 24 mois. Il reste que la proposition que Pierre Carl et les gens ont mis de l'avant suppose un changement important. Avec le compte autonomie, on met un prix sur les services. Et Régent disait bien, ailleurs dans le monde, on peut avoir des services ou on peut avoir les espèces. On a un choix. Les citoyens ont un choix. Ici, au Québec, ce serait une première qu'on donnerait au niveau de la santé, ce choix-là aux gens. On leur dirait, vous pouvez choisir d'avoir des services dans le ministère de la Santé ou vous pouvez prendre de l'argent et aller vous acheter des services. Comment vous voyez ça, ce choix-là pour les Québécois, là, de leur dire, bien, dorénavant, dans la santé, là, on met un prix là, sur ce qu'on est capable de vous donner. Il y a un paradoxe. C'est que, d'une part, on voudrait que les soins de longue durée soient englobés dans la mission de la santé et que ça ne soit pas comme un parent pauvre qui est oublié, qui n'est pas dans le radar des décideurs de la santé. Et d'autre part, jusqu'où peut-on le faire sans plaquer à ces nouvelles activités, des activités qui vont prendre plus de place? Le modèle classique de notre système de santé, qui est un système gratuit, universel, relativement rigide, très centralisé. Et donc, on voit que dans l'assurance médicaments, on a choisi au Québec un autre modèle qui fonctionne, en tout cas qui fait vraiment mieux que tout ce que le Canada a réussi à faire jusqu'ici. Et donc, est-ce qu'on migre vers un système de type hybride? En disant que, moi j'y crois, en disant, bien sûr, parce qu'on l'a vu dans la crise de la COVID, que la mission de l'État n'est pas nécessairement la dispensation des services, mais c'est le gardien de la qualité, de l'équité dans la dispensation des services. Puis on l'a vu d'ailleurs dans certains chiffres qui sont sortis après coup,
que les CHSLD privés conventionnés donnaient à peu près la même qualité de prestation que les CHSLD publics. C'est l'absence de contrôle et donc les privés non conventionnés qui ont été vraiment tout à fait délinquants. Et donc, le rôle de l'État, et c'est ça qui est difficile, c'est pour un système de santé comme le nôtre, qui vit dans un univers public, c'est de composer avec des partenaires, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient de l'économie sociale, qu'ils soient du privé, et d'intégrer dans leur schéma de pensée la diversité des acteurs et la multiplicité des prestations de services. Et donc, qu'on a un système qui est un système hybride et non pas un système purement public. Madame Marois, votre micro est fermé, Madame Marois. Il est encore fermé. OK, c'est parce que j'ai deux fonctions. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Dubuc. Et dans le fond, ce que Régent propose, c'est ça, dans un sens. Mais à ce moment-là, moi, ce que je dis par rapport à ce que j'avançais sur la question des principes et de l'équité et de la neutralité, je me dis, il faut le présenter globalement. Dans l'ensemble, quand je dis globalement, en même temps, dans l'ensemble de tous ces aspects, en disant, oui, voilà, ça, c'est la base. L'État prend en charge CHSLD, exemple, participation au coût, etc. Puis après ça, par étage, et tu dis, voilà, mais c'est un ensemble qui sera sous une même responsabilité et qui ne sera pas intégré au système de santé. Je pense que ça, là, si on n'est pas capable de faire cette coupure-là, regardez l'exemple des DPJ. Sur ça, c'est d'une tristesse lamentable. Pourquoi? Parce que tout s'est tourné vers les soins de santé. Je m'excuse, mais c'est ça. Puis on a abandonné ce qui était les services sociaux, parce que ça ne coûte rien, les services sociaux. C'est sûr, puis le monde ne meurt pas dans la rue. Mais dans les faits, ils meurent dans leur âme, puis c'est pas mal plus difficile. Alors, essayons à ce moment-là de bâtir quelque chose. Je pense que c'est dans le sens-là ce que Régent proposait. Bâtissons un système qui, en soi, peut avoir sa propre autonomie. Et bien sûr, aller vers utiliser des services de santé, mais qui a ses propres règles, sa propre autonomie, les mesures fiscales adaptées, les mesures de transfert identifiées, le personnel spécifiquement dirigé vers ces systèmes-là, privés, publics. L'économie sociale, c'est privé. C'est juste que c'est privé collectif. Hein? C'est ça la différence. Bon. Alors, moi, je crois que si on n'est pas capable de bâtir un système en soi, on risque encore une fois que la santé prenne le dessus. Puis à ce moment-là, on va passer à côté de l'objectif qu'on veut atteindre, qui est de faire en sorte que les personnes âgées soient autonomes le plus longtemps possible, restent chez elles, participent à leur société. Alors, on arrive à la fin de notre période. C'est très enthousiasmant, je pense, de réfléchir à ça. Le Québec a fait preuve de tellement de leadership dans plusieurs domaines. Vous avez parlé de l'assurance parentale, mais il y en a plein de domaines. La Société de l'assurance du Québec, l'assurance médicaments, si on recule, le régime de rente du Québec et la Caisse de dépôt, si on recule aussi. On a l'opportunité ici de faire la même chose. J'espère que cette discussion-là vous a stimulé en tant que participant d'écouter comment on pourrait y arriver. Et je repasse la parole, j'imagine, à celui qui doit clore la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois, Alain et Mme Marois, puis aussi André qui malheureusement a eu des problèmes techniques.